Bonjour tout le monde. Premier tuto de Unity. Je vais vraiment commencer avec les bases. On n'ira pas vraiment en détail aujourd'hui. C'est déjà des connaissances avec Unity. La vidéo probablement vous être inutile. Sinon, juste regarder, je séparer la vidéo par section et concentrez-vous sur les sections qui vous intéressent. Pour commencer, on va installer Unity, mais avant de faire ça, il faut installer le hub. Donc, tous les liens vont être dans la description. Je suis sur le site Unity, Download for Windows. Pour la démo, je l'ai installé sur mon desktop. Une fois qu'il est téléchargé, on accepte, on installe le launcher où on veut. Fait, clique sur Finish. Une fois que vous avez installé le hub de Unity, vous arrivez sur cette page. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite à vous en créer un ici. Moi, j'en ai déjà un, fait que je vais me sign in. La page projet montre tous les projets que vous avez installés localement sur votre ordinateur. Euh, Si vous voulez créer un nouveau projet, c'est ici à droite, je vais le faire tantôt. Pour l'instant, on va aller dans Installs pour installer une version d'Unity. Ça, c'est toutes les versions que j'ai sur mon ordinateur. Install Editor. Ici, on trouve les Official Release. Je conseille d'installer la LTS. C'est ceux-là qui sont supposément les plus stables. C'est pas vrai tout le temps. Des fois, il y a des game breaking bugs qui se rendent quand même dans la LTS, mais c'est pas mal les versions les plus safe. Par exemple, si on installe la dernière LTS, je fais install. Si vous n'avez pas d'éditeur de code, Unity vous propose juste Yo Community 2022. Moi, je l'ai déjà installé. Les autres packages sont pas vraiment utiles. Et si vous en avez besoin, vous allez vous en rendre compte. Il faut les installer par la suite. Donc, c'est pas un problème. Donc, après, on clique sur Install. Là, je le ferai pas, j'ai pas besoin de cette version-là. Puis, votre version d'Unity va se retrouver ici dans les downloads. Une fois qu'il est fini d'installer, votre version d'Unity se trouve ici. Vous pouvez toujours rajouter des modules en classe, dont Add Module, si vous changez d'idée. On va aller dans Project et on va se créer un nouveau projet. Unity offre plusieurs templates. On peut avoir un template 2D, 3D. Unity a 3 rendering pipelines. Je ne vais pas rentrer en détail dans ce qu'est un rendering pipeline, mais pour vous donner une petite idée, c'est la façon dont les graphiques sont générés dans un jeu vidéo. Unity a le Universal 3D Pipeline, aussi appelé URP. Il y a le standard, qui est celui par défaut, celui que Unity nous propose. Et il y a le HGRP. Si vous comptez faire du ray tracing, avoir un effet vraiment plus réaliste, avoir des graphiques plus récents, je conseille plus c'est le HGRP parce qu'il y a déjà tout ça de built-in. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire directement avec le pipeline standard. Pour les besoins de la démo, on va y aller avec le standard pipeline. Ici, on va appeler ça tutoriel Unity. Ouais. Choisissez la location du fichier que je vais mettre sur mon desktop pour la cause. On va créer le projet. Pendant que ça l'installe, je vais vous montrer comment installer une ancienne version d'Unity. Parce que la plupart du temps, quand vous allez travailler avec quelqu'un, cette personne-là va pas utiliser la dernière version. Parce qu'il serait recommandé de garder la même version pour un projet et de pas essayer de garder à jour le projet. Allez dans Install, Install Editor, Archive. Et là, ils vont vous amener sur un site qui s'appelle Download Archive. Et maintenant, vous pouvez trouver la version que votre collègue utilise. Il y a vraiment toutes les versions ici. Donc, juste à prendre la bonne et qui s'installe et suivre le même processus qu'on vient de faire. Une fois que Unity est ouvert, on se retrouve avec cette page-là. Donc, je vais faire le tour rapidement de chaque petite section. Ici à gauche, c'est la hiérarchie qu'on appelle. C'est tout ce qui se trouve dans votre scène.
Donc ici, la scène s'appelle Sample Scene. On voit qu'on a une caméra principale et une source de lumière. Donc c'est la seule chose qu'on a pour l'instant. Ici, on a la table Game. C'est la vue que le joueur va avoir une fois qu'on lance le programme. Et la table Scene. Ça, c'est la table qu'on va utiliser le plus. C'est avec elle qu'on va se déplacer, placer les objets dans la scène. Et vraiment, c'est là qu'on contrôle tout. Par exemple, ici, si on fait clic droit, on peut tourner la caméra vers autour. On utilise WASD pour se déplacer. Q sert à descendre et E sert à monter. En appuyant sur Shift, on accélère. Donc, il y a quelques petits shortcuts qui sont utiles aussi. Si on va dans la hiérarchie ici et qu'on fait F, la caméra de la scène va automatiquement se positionner pour faire face à l'objet. On est comme ça, on clique sur la lumière, on pèse sur F, et voilà, on se ramasse ensemble, en face. Ça, c'est extrêmement pratique en développant le jeu. On va faire ça pour la caméra aussi, et voilà. Donc, si on veut créer un objet, on a juste à faire clic droit dans la hiérarchie ou appuyer sur le petit plus ici. Donc, 3D Object, on va faire un cube. On l'a appelé cube 1. Et voilà, le cube est dans la scène. On peut voir ici qu'il n'est pas visible dans la Game View, donc on peut essayer de le positionner en face de la caméra. Donc ici, les lignes blanches, c'est ce que ça représente le champ de vue de la caméra, qu'on peut modifier, mais je n'entrerai pas dans les détails dans cette vidéo-là. Donc on va le placer ici. Oups. Et voilà. Donc comme vous avez pu voir, je l'ai déplacé avec les flèches ici. Donc bleu, c'est pour déplacer ça avec des Z. X, c'est le rouge, et vert, c'est les Y. En haut à droite, on peut voir l'orientation de notre caméra par rapport au monde. Donc si je clique sur le petit cône vert ici, je vais avoir une vue de haut. Et je peux me déplacer comme ça en cliquant sur le X. Et voilà. On peut aussi avoir une vue isométrique si on clique directement sur le cube dans le centre. Donc, ici à gauche, on a plein d'outils. On a utilisé depuis tantôt le Move Tool, qui sert à déplacer l'objet, évidemment. Il y a aussi un outil pour faire des rotations. Ici, on voit, on peut tourner l'objet sur tous les axes. Pretty straightforward. CTRL Z en passant, comme on peut l'échelle sur la Terre. On a un outil pour Scale. Donc, on peut agrandir dans chacun des axes ou dans tous les axes en même temps. On a un outil Recto. Ça permet de modifier un côté seulement au lieu de modifier les deux côtés. Donc, c'est pratique quand on veut étirer un côté d'un objet, surtout en gearboxing, sans avoir à tout le temps devoir gérer le fait que les côtés s'étendent en même temps avec cet outil-là. Après, on a le Transform Tool qui regroupe tous les outils qu'on utilise en même temps. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, je ne vois pas l'intérêt, surtout qu'il y a des shortcuts pour changer rapidement d'outils. Donc, Q, ouais, excuse-moi. W, ça permet d'avoir le Move Tool. On a E, la Rotation Tool, R, le Scaling, T, le Transform, et Y, qui est tous les outils en même temps. Donc, ça, je l'utilise jamais personnellement. Je ne sais pas si si vous trouvez que c'est pertinent à utiliser là. Par la suite, on a cette Edit Bonding Volume. Ça, c'est un peu comme le Recto, ça nous permet d'étirer les faces, mais cette fois-ci, c'est du Box Collider. Donc, c'est une property qu'on ne va pas parler dans cette vidéo-là. Je vais rentrer en détail éventuellement dans un autre tutoriel. C'est la zone de collision de l'objet. Donc, visiblement, les limites du rectangle qu'on a en ce moment sur le angulaire sont ici. Mais en jouant, le joueur, il va pas pouvoir avancer plus que là, ici. C'est important de vraiment garder quelque chose de clean dans la hiérarchie à gauche, parce que sinon ça peut vraiment devenir chaotique. Donc la nomenclature que j'ai vue le plus souvent s'appelle du Pascal Case. Donc
c'est des majuscules à chaque début de mot. Donc cube, player 1 par exemple. C'est sûr que ça dépend de chaque studio, chaque équipe de projet vont changer la façon dont ils nomment leur objet. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que tout le monde garde la même nomenclature, sinon ça devient absolument horrible. Aussi, un truc que j'ai pour garder les choses propres, c'est de créer des empty objects. Donc, par exemple, dans un jeu, vous avez une pièce que c'est le salon, vous l'appelez salon. Après, on a CTRL D pour dupliquer un objet. Donc, on a les deux cubes qu'on va aller ici glisser dans le salon. Donc, ici, j'ai mes cubes qui font partie du salon. Donc, c'est plus facile de se retrouver comme ça. Sinon, je fais aussi des empty objects et je crée plein de petits traits comme ça. Ça délimite la hiérarchie par section. Comme ici, en haut, je peux avoir toutes mes pièces importantes, le salon, la cuisine. Et en bas, je vais avoir mes components comme la caméra. Ici, je peux me créer une autre zone pour... Ah ouais, ici. Voilà, donc ici, je peux avoir mon éclairage, les caméras ici, les pièces en haut. Donc vraiment de bien tout séparer comme ça. Ici, je peux... voilà. C'est vraiment important de faire ça pour garder un projet propre. Surtout si vous travaillez à plusieurs. C'est plus dur de faire ça quand vous travaillez tout seul, parce que vous avez le réflexe de vous dire que ça n'a pas besoin d'être propre, il y a juste moi qui travaille dedans. Mais si vous faites des projets qui durent plus que juste un petit game jam, je vous conseille fortement de faire ça. Enfin, je vous conseille tout le temps de faire ça, c'est juste une meilleure pratique. Donc, à droite, je suis rentré dedans brièvement en parlant du box rider, l'inspecteur. Donc, chaque objet que vous avez à gauche dans la scène a des propriétés. Comme depuis tantôt, je vous parle de la position de l'objet, de la rotation. J'ai mentionné aussi les box riders. Donc, tout ça se retrouve dans l'inspecteur ici. On peut modifier le nom, on peut activer ou désactiver l'objet. Ça va être pratique dans votre code de pouvoir faire ça. On peut le rendre statique. Ça, si jamais vous avez des bugs parfois avec les animations, les codeurs et tout ça, c'est important de vérifier si l'objet n'est pas statique. Des fois, il se met automatiquement quand on fait le baking de l'éclairage. J'ai fait un bug qui m'est arrivé comme ça. Ça avait brisé l'animation parce que j'avais bake l'éclairage. Bref. Je vais pas parler de baking d'éclairage dans cette vidéo-là, mais c'est une petite scène note comme ça, parenthèse. Ici, on a les tags et les layers. Les tags, ça permet de séparer les objets en classes. Par exemple, si vous faites un ennemi qui a des interactions particulières avec le joueur et qui fait... par exemple, il se promène dans la map, dès qu'il voit un joueur, il se met à le chase. S'il y a plusieurs joueurs, vous pouvez pas juste référencer un objet et lui dire si vous voyez le joueur, courez-lui après. Si vous voyez un joueur qui appartient au tag joueur. Donc ici, il y en a un déjà fait par Unity, player. Donc dans votre code, vous allez pouvoir dire si l'objet que tu vois est un joueur, rentre en mode chase, par exemple. Pour les layers, c'est quelque chose de similaire. C'est les couches, dans le fond, sont pas render dans le même ordre dans notre rendering pipeline. Je vais pas rentrer trop en détail là-dessus, mais par exemple, moi ce que j'avais déjà fait, c'est je faisais un détecteur pour savoir si le joueur touche au plancher. Il peut faire certaines actions s'il était au sol et c'était différent s'il était en l'air. Donc tout mon plancher, je l'avais mis sur layer ground. Donc ici on a le transform. Donc c'est toutes les propriétés de la position et du scaling de l'objet. Donc on a le scale, la position, la rotation. Ici on peut les link ou les unlink. Comme là, il est lié, tout ça grandit en même temps. Sinon je peux faire ça comme ça. Voilà. On a le mesh filter, mesh renderer. Je vais pas trop passer là-dessus. Le collider. Ici on a un matériel.
un matériel, ça, qu'est-ce qui est visible en fait sur l'objet, comme là c'est vu par défaut de Unity. Je peux vous montrer rapidement comment créer un. Donc, Create Material. Nomenclature aussi, personnellement, j'utilise Pascal Case pour tout ce qui est matériel et objet. Mais encore là, j'ai déjà vu du monde sur d'autres projets qui utilisaient de codes différents. C'est pas le problème tant que vous utilisez toutes la même chose dans le même projet. Donc, on va l'appeler Material Oops. Layer. Donc, ici, vous voyez dans l'inspecteur, on voit les propriétés du matériel. Albedo, ça se trouve être la texture principale. Donc ici, ça va être une simple couleur rouge. Voilà, on peut changer la métallicité, smoothness, bref. Pour l'instant, on va skipper ça. Donc je prends le matériel et je glisse sur l'objet. Si je reclique sur l'objet, donc directement dans la scène, ou directement sur l'objet que j'ai créé en fait, on peut voir que le matériel a changé. Je n'entrerai pas dans les shaders pour tout de suite. Par la suite, je vais vous parler de en haut à droite. Donc ici, on a les gizmos. C'est tout ce qui est... Tantôt, j'ai montré la caméra. Tout ce qui est visible dans l'éditeur, mais pas in-game. Donc, par exemple, j'avais déjà fait dans un AI et quand j'étais en éditeur, je voyais la zone où qui pouvait... Où qu'on pouvait... Où que l'AI pouvait détecter le joueur. Sa zone où qu'il pouvait l'attaquer. Et ainsi de suite. Donc ça c'est visible dans l'éditeur mais pas dans le jeu. Donc juste à cliquer ici si vous voulez l'activer ou désactiver. Comme là on voit plus la zone de la caméra. Donc ici cette table là c'est pour les tout ce qui est la view de la caméra de la scène. Je peux changer le field of view. Voilà. Personnellement je ne conseille pas de changer le field of view parce que ça donne vraiment mal au cœur. Et je vois pas l'intérêt vraiment. Dynamic clipping. Je vais pas rentrer là-dedans tout de suite. Occlusion, navigation. Voilà, camera speed, ça c'est important. On a une min-max, c'est les deux valeurs. Ben, le range sur lequel vous allez vous promener. C'est important, pareil, parce que des fois vous allez avoir besoin de code vraiment de minutieux, de placer des murs qui soient exactement égales. Parfois vous avez juste le goût de déplacer rapidement à travers la scène. Donc ça peut être long. Une autre façon de le changer rapidement, c'est clic droit et la molette. Comme là on voit, c'est le range c'est 0.01 jusqu'à 2, c'est ce que j'avais set ici. Auparavant, ici on peut voir les objets qui sont cachés, c'est pas trop pertinent. Toggle Skybox, Fog, voilà, donc ici on peut jouer avec ça. La Skybox c'est l'environnement, c'est un peu une boîte, ben, ça dit dans le nom, c'est une boîte qui entoure la scène. Donc ici, c'est tout ce qui est le ciel, on voit. Ici, c'est l'audio on or off. C'est pratique quand ça fait 500 fois que vous testez le jeu, vous êtes écœuré d'entendre la track audio qui est mal calibrée, puis vous remettez ça fixe pour un autre moment. L'éclairage, ça aussi c'est pratique. Parce que dans la scène, si vous faites un jeu, par exemple un jeu d'horreur, un jeu qui se passe en noir, c'est vraiment tannant de rien voir en plaçant les objets et tout. La vue 2D, ça c'est quand vous faites du UI, donc des menus, des boutons, tout ça, c'est pratique de pouvoir directement cliquer sur les l'UI, 2D, et voilà. Ici, ça permet de voir d'autres choses que ce que le joueur va voir dans la scène. Donc on peut voir le wireframe. Il y a vraiment beaucoup d'options. Je vais vous laisser, ça c'est des trucs que je vais vous laisser explorer. On peut voir le Bait Light Map. Bref, pour l'instant, je vais rester à Shield, ce que vous allez voir va être visible dans le jeu, in-game. Donc maintenant, on va essayer de se créer un petit script C#. Je vais rien faire pour l'instant, je vais juste parler rapidement de comment faire et comment faire de nomenclature. Donc create a C# script. Donc Unity est en C# au complet. C'est pas vraiment un langage très difficile à apprendre, sérieusement. Je trouve qu'il y a beaucoup de documentation sur Unity et sur le C#. Donc si vous connaissez un autre langage de programmation, vous allez vous y retrouver rapidement. On va l'appeler script tuto.
encore la même nomenclature. Voilà. Donc, il me l'ouvre directement sur l'éditeur que j'utilise. Moi, c'est Visual Studio 2022. Ah, là, il est pas ouvert, donc on va double-cliquer. Voilà, donc Unity nous ouvre nous crée directement deux fonctions, qui est void start et void update. Void start, ça se fait directement au lancement de la scène. Void update, c'est ce qui est exécuté à chaque frame. Donc, ici, c'est important de faire des choses qui sont pas trop en performance. Et vraiment de faire du clean code, parce que sinon, ça peut vite engorger le programme. Ici en haut, on a les librairies qu'on utilise dans le code. Les packages. Donc, ça crée une classe automatiquement, ce qui est pas pire. Puis classe script.to, c'est un monobehavior. J'en parlerai pas tout de suite de ça. Donc, c'était juste pour montrer comment créer un script. Je vais pas vraiment rentrer en détail tout de suite. La vidéo va être trop longue. Ouais, alors, donc maintenant on va parler de c'est quoi une scène. Comme ici, j'avais déjà un fichier scène et j'ai sample scene, donc c'est la scène dans laquelle on se trouve. En règle générale, le monde aime créer une scène par niveau pour bien séparer les choses, pas avoir tout dans le même niveau. C'est ce qui est loadé quand tu lances le jeu. Je vais vous parler en détail des build settings puis de l'ordre dans lequel les scenes vont être loadés. Mais pour l'instant, c'est pas mal juste ce que vous avez à savoir. On a une scène ici, qu'on l'ouvre. Voilà, et là, si on veut créer une version, on fait create scene. Ça va être ici. Comme là, j'ai rename, on va mettre le T en majuscule, pour suivre la convention qu'on s'est donnée. Et voilà, ça c'est une nouvelle scène complètement différente de ce que j'avais tantôt. On a la caméra, l'éclairage, mais c'est pas la même. Je vais retourner sur celle-ci. Ouais, donc ici on a on peut changer pour le pivot ou le centre. Donc rapidement, c'est quoi ça? Pour vous le montrer, il faut que je crée un parent à cet objet-là. Donc, si on n'a pas encore vu le concept de parent enfant en programmation, basically, je vais vous montrer en le faisant. Create empty parent directement. Donc, je vais l'appeler parent bloc. Lui, je vais l'appeler bloc. Je sais pas il s'appelle comme ça. Voilà. Donc si je déplace le bloc parent, le petit bloc va se déplacer. Et ça, c'est leur position. La position du parent ne dépend pas du bloc, mais la position du bloc dépend de celle du parent. Donc c'est un peu comme un char. Je peux déplacer, si je déplace le char de gauche à droite, les roues vont se déplacer de gauche à droite. Si je tourne le char, les roues vont tourner, mais si je tourne les roues, le char va pas tourner en fait. Donc ici, je déplace le bloc, je le mets ici. Vous voyez, oups, je vais recommencer. Donc ici, je vais remettre pivot pour l'exemple. Ici, si je chasse le bloc, je vais dans parent, on voit que le parent se trouve à être encore ici, même si le bloc est là. Je peux le faire avec un objet 3D, ça va peut-être plus simple à visualiser. Donc je vais y changer et voilà. Donc vous voyez ici, je tasse le cube, le bloc se tasse, mais c'est pas vrai dans l'autre sens. Donc ça, quand on clique sur la position, ça nous donne, si on clique sur pivot, ça nous donne le point du parent. Donc ici, par exemple, je vais tourner. Vous voyez, le cube, il suit la rotation du parent. Si je fais centre, le point va être au centre des deux objets. Donc la rotation va s'effectuer au point de ce centre-là. Donc les deux vont tourner. Voilà. Ici, on a local vs global pour la position et les rotations. Encore là, c'est avec le système de parent-enfant. Comme si je le mets en 0, 0. Oups. Vous voyez, il est allé se placer à la position du parent directement.
Mais c'est pas le vrai 0,0 parce que le vrai 0,0 se trouve à être. Le vrai 0,0 se trouve à être. Oh, oups. Ici. Mais lui, il nous l'a mis là-bas. Ici, on peut changer la visibilité des grilles. Donc là, ici, on voit une grille en Y. Je vais en mettre une en X, en Z. Change l'opacité. Plein de petits settings à explorer. Handle to origin. Voilà. Ça, c'est Snap to Grid. Je fais une petite rotation. Une position. On peut snap l'objet à la grid directement. Et changer à la taille de la grille, en fait, à laquelle il va snapper. Donc ici, on peut lui dire de snap à la grille. Ici, je place le bloc. Il va snap à la grid. Vous voyez, il se déplace par petit incrément au lieu de se placer de façon fluide. Ici, on peut gérer les increments justement du snapping. Donc, si je mets 1, vous voyez qu'il snap plus loin que tantôt. Si je fais 10 par exemple, c'est plus visible. Voilà. Donc, on va retourner un peu en bas rapidement. Donc, ici, on a la section projet. Ici. Donc, ça, c'est vraiment là où vous allez ranger vos assets, les scènes. Tout le contenu en fait de votre jeu va se trouver ici. Console, c'est là que vous allez vous faire insulter par la console parce que votre jeu ne fonctionne pas et est rempli de bugs. Vous pouvez aussi print des trucs dans cette console-là pour vous aider à débugger, c'est pratique. J'en ai deux d'ouvertes, je sais pas pourquoi. Je vais la fermer. Donc, clic droit, close tab, add tab. Si jamais vous en perdez une, vous pouvez juste la rajouter ici. Audio Mixer, je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite, mais vous voyez que c'est une table qu'on peut rajouter ici. Même chose pour animation. Ces tables-là sont aussi, on peut aussi trouver ici dans Windows, Panel, comme le Animator, Audio Mixer. Donc tout se retrouve vraiment en haut aussi. À droite, on peut chercher un objet. Ici, j'ai l'option de Open Search. Donc on peut vraiment chercher précisément qu'est-ce qu'on cherche, on cherche où. J'ai jamais utilisé ça personnellement, ça je fais type. Label, c'est pratique. On peut sauvegarder des recherches. J'ai oublié de dire dans la console, on voit ici 3 boutons. Donc on peut cacher les messages, juste mettre les erreurs, faire l'inverse, tout ça. On va le voir plus en détail, mais qu'on run du code dans les prochains tutoriels. On peut voir les logs ici si on veut, Open Player Log. Bref, ça c'est plus des choses que je vous conseille d'aller fouiller par vous-même pour vous êtes plus à l'aise avec Unity. Tantôt j'ai parlé de layer, on peut en créer ici, Edit Layer. Vous voyez, les layers se retrouvent ici. Moi je peux créer un layer qui va s'appeler Ground par exemple. Je peux décider que je veux qu'il render avant l'eau, donc on peut le créer ici à la place. On peut mettre des tags à ce layer-là, comme on a vu tantôt aussi. Si on peut changer le layout de comment on voit Unity. Personnellement, j'aime bien le garder par défaut, mais il y en a qui aiment mieux d'autres layouts comme Force Split. Dépendant, vous travaillez sur quoi, ça peut être vraiment pratique de changer de façon d'afficher les panneaux. Donc, je vais remettre à défaut rapidement. Petit plus de ma part, on peut aussi lock les objets. Ça, c'est lock le panel l'inspecteur. Ça, c'est extrêmement pratique. Vous allez vraiment beaucoup s'en servir à force d'utiliser Unity. Surtout quand vous avez des scripts et que vous voulez mettre une référence de notre objet dans la scène. Juste à lock ici. Et voilà. Donc, même si je me déplace, tout ce que je vois, c'est encore l'objet parent. Donc maintenant, on va aller explorer les tables qui nous restent en haut. Donc, je vais commencer par le Project Setting. Je crois que ça fait plus de sens d'y aller en premier. Donc ici, Edit, Project Setting. Donc ici, cette panel-là, on peut changer les... Il y a vraiment beaucoup de settings ici. Ça vaut la peine d'explorer ça par vous-même. Je peux pas vraiment faire le tout en une seule vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ici, les settings des players, du player en full screen.
peut mettre une icône, le nom du produit, la compagnie, la version, compte par défaut. Quality, si vous voulez mettre plusieurs niveaux de qualité pour votre jeu. Donc low, medium, high, ultra. Et changer les choses qui sont render en conséquence. Donc mettre moins de particle count si le jeu il roule en l'eau, réduire la qualité des ombres, etc. La partie qui m'intéresse vraiment, ici on peut voir aussi les tags and error, notre place pour les modifier. Donc ça fait le tour de Project Setting pour ce que je voulais vous montrer. Dans Préférences, ici on peut changer il y a beaucoup de quality of life things qu'on peut modifier. Donc la couleur des gizmos, donc je l'ai parlé tantôt. Mais surtout, ici, je crois que c'est vraiment le plus important dans la panneau de préférence, c'est de changer la couleur de quand la scène est en mode playing. Parce qu'il faut savoir que dans Unity, si vous êtes sur la scene view, tout ce que vous changez est sauvegardé. Mais si vous êtes en game mode view et que vous jouez au jeu, vos modifications vont pas être sauvegardées. Donc ici, j'ai changé pour du... Voilà, donc c'est ici le setting que je cherchais. General Play Mode Tint. Ici, je vais mettre ça par exemple en rouge. J'aimais bien le bleu, c'est un peu moins agressant, mais si je mets ça en rouge, voilà. Donc l'éditeur au complet devient rouge une fois qu'on est en mode play. Par exemple, si je bouge un objet ici, je vais changer le cube, on va le déplacer. Ben, il était déjà pas visible, mais bref. Ouais, l'autre cube est ici. Alors, voilà, si je déplace un peu le cube vers la droite, vous voyez, il s'est déplacé. Une fois que je quitte le play mode, il est revenu à la place initiale. Donc, ça fait 5, 10, 15 minutes que vous travaillez sur la scène directement, exit en play mode, mais vous n'en êtes pas rendu compte, ça peut quand même être vraiment frustrant. Donc, vraiment aller dans Edit, Preference, Play Mode Tint et changer pour une couleur. Je vais mettre ça un peu ici. Changer pour une couleur différente de celle par défaut. Donc ici, on peut aller faire un tour dans Asset, Import New Asset. Donc vous pouvez racheter des packages de Unity ici. Je ne vais pas entrer en détail trop. Game Object, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez créer des nouveaux objets dans ce panel-là. Je fais pas vraiment ça. J'ai jamais vraiment fait ça. Il y a 2-3 façons de faire chaque chose dans Unity. Donc celle-ci, Component, c'est racheter directement le component sur un objet. Donc le component va se trouver dans l'inspecteur. Donc par exemple, tantôt j'ai parlé d'un collider, donc je peux faire physique, racheter un box collider à mon objet salon. Donc ici j'ai racheté à l'objet salon et non aux deux cubes. J'ai racheté directement au parent. Voilà, box collider il est ici. Encore là, faites juste le racheter directement dans Add Component, Collider, Box Collider, et voilà, c'est beaucoup plus rapide. Et plus logique en fait de faire ça par cette façon-là. Service, j'ai jamais vraiment utilisé ça. Mais encore là, on voit que c'est le panel de Project Setting, donc on peut y accéder directement à partir des Project Settings. Window, c'est de contrôler les panels. Donc ici, j'ai le profiler ici. Donc ça, j'ai jamais vraiment utilisé, mais j'ai découvert en faisant mes recherches par vidéo. On peut voir ici toutes les stats vraiment précises quand on met en play mode. Voilà, juste ici. Donc comment ça se passe sur mon ordinateur, comme le CPU usage, c'est pas mal constant, le rendering, l'audio. Voilà, donc si ça peut vous être utile, tant mieux, mais à moins que vous soyez vraiment into l'optimisation. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé de mon côté. Ok, je vais quitter ici. J'ai parlé de plein de panels, mais il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'aller en haut pour les ouvrir. Il y a un shortcut que c'est CTRL plus de 1 à 8 qui vous permet d'ouvrir les panels. Comme ici, CTRL 3. Et là, je vais faire. Oups.
Donc, ouais, CTRL 6 va m'ouvrir le panneau d'animation. De 1 à 5, je les ai déjà ouverts, donc il ne veut pas me les ouvrir évidemment. CTRL 7, c'est Profiler. CTRL 8, Audio Mixer. CTRL 9, c'est l'éclairage dont je vais vous parler justement. Donc, toutes les settings de l'éclairage vont se trouver dans cette section-là. On a la scène. Vous pouvez créer des settings. Ça, c'est vraiment pratique si vous voulez garder le même éclairage dans plusieurs niveaux. Je vous recommande fortement, en fait, de juste. Même si c'est pas le cas, juste le garder au cas où ça change, si vous avez besoin de garder le même setting. L'environnement, donc la skybox. Encore là, j'en ai parlé tantôt. La skybox qui fait le tour de la scène. Vous pouvez la changer pour en mettre des plus belles. Comme là, j'ai. Voilà. Tout autour, c'est l'espace, c'est noir. Mapping wireframe. La source du soleil, l'éclairage. Si vous faites un jeu qui se trouve à l'extérieur, qui se met un soleil, vous pouvez changer. En fait, ici, vous voyez, c'est lui qui est référencé comme le soleil. Vous pouvez changer la couleur des ombres. Ça, c'est vraiment pratique pour donner un style unique à votre jeu. Vous pouvez avoir juste des ombres classiques. Une petite variation, ça peut être intéressant. Je ne ferai pas le tour de tout sur le complet, bref. Éclairage temps réel. Big Light Map, j'en ai parlé tantôt, ça c'est de l'éclairage qui est directement fait avant que tu lances le jeu, en loadant la scène. Donc, ça, le principal avantage, c'est que c'est vraiment performant, parce que tout est déjà fait en loadant la scène. Le désavantage, par contre, c'est que si vous avez un joueur qui se déplace en avant d'une source de lumière, vu que l'éclairage est déjà loadé, le personnage ne fera pas d'ombre. Donc, c'est un peu moins intéressant pour ça, mais la façon qui est fait dans l'industrie, c'est que certaines sources de lumière sont faites directement, sont directement à bake et certaines sources sont en temps réel. Donc, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être modifiées tout le temps, constamment. Donc, c'est comme ça que c'est séparé. Donc, je vais rapidement remettre la même skybox. En fait, je vais juste l'enlever, ça va être moins dérangeant. Voilà. CTRL F, regardez. Oups. J'imagine que vous connaissez déjà tout ce truc-là, mais au cas où, c'est vraiment pratique de le faire une fois de temps en temps, pas que vous perdez tout. Autre petit shortcut rapidement, si vous appuyez sur Tab, vous pouvez faire de la recherche directement dans la scène. Si vous cliquez sur un objet, vous cliquez sur un deuxième objet avec Shift. Clic gauche, salon. Je vais faire Shift, clic gauche sur patient. Ça sélectionne tous les objets qui se trouvent entre les deux. On peut faire la même chose mais avec contrôle. Clic gauche, contrôle par un cube, ça sélectionne juste les deux. Donc si on tourne dans Windows ici, d'autres trucs intéressants qui s'appelle le Asset Store. C'est vraiment pratique pour les programmeurs qui ne veulent pas trop se casser la tête. Donc dans l'Asset Store, si je recherche par exemple des modèles 3D, je vais aller ici. Que je peux cocher Free Asset. Et voilà, tout ça c'est absolument gratuit. Je télécharge, je le mets dans mon projet. C'est important de vérifier ça vient de quel rendering pipeline. Parce que les trucs qui sont en URP vont probablement pas marcher en HGRP. Même chose pour le standard pipeline. C'est vraiment facile de se faire voir comme les Unity Rend URP. Donc si vous faites un projet en URP, vous pouvez utiliser ça directement sans problème. Si c'est un autre, il va falloir. C'est possible de le convertir éventuellement. Pas tout facilement, évidemment. Si c'est assez demandé, je vais peut-être faire une vidéo justement de comment convertir un projet de un pipeline à un autre. Mais des trucs qui sont plus compliqués, comme les objets transparents. L'eau, probablement, ici. L'eau, probablement, ça va être plus compliqué de transférer ça de pipeline. Donc, il y a juste ce qui est Add My Asset. Une fois dans Unity, je vais tourner rapidement. Windows, Package Manager. Ici, c'est tous les packages que vous avez installés. In Project, My Asset, par exemple. Comme là, ici, j'avais installé un Asylum, forêt, une hache. Là, avant, on voyait le. Ici. Ouais, on peut reload ici. Voilà, donc là, les images. Donc, toutes ces choses que j'ai installées, des objets que je peux prendre. C'est important de vérifier aussi s'ils sont les droits, en fait, des assets que vous prenez, pour pas mettre des choses dans votre jeu qui nécessitent
être qui n'ont pas une licence commerciale dans le fond. C'est sûr que pour des projets que vous faites personnellement, puis que vous comptez pas vendre, ça pas vraiment, il y a pas vraiment de problème avec ça. Là. Mais si vous comptez vendre votre jeu, c'est important de vérifier. Voilà. Donc ça fait le tour pour les package measures. Si vous voulez, par exemple, je peux installer le 3D Wooden Chest. Download. Voilà. Donc après avoir downloadé, on peut faire import. Ici, je veux le chest set au complet. Il me dit qu'il y a un petit problème ici, j'imagine. Ah, il va apporter la scène en fait. Donc l'objet va être dans une scène séparée. Donc je vais juste pouvoir aller ici. Chest set. Matériel, il y a la scène, l'éclairage qui vient avec. Bref. Ici, chest set. Voilà, donc le jeu d'échecs est ici. Oups, chest set, pas sur F. Voilà. On a toutes les propriétés. Un matériel pour chaque pièce. Comme là, il est séparé en. Chaque pièce est séparée, vous voyez, il utilise une nomenclature différente de moi. Ben, des fois, j'ai déjà utilisé celle-là aussi, là, avec un espace. Pas sur case, mais avec un espace. Donc, je vais retourner dans la scène qu'on avait ici. Donc, maintenant qu'on a fait un merveilleux jeu qui consiste à avoir une caméra qui pointe vers un cube, on peut faire un build de ce jeu-là. Le build, qu'est-ce que ça fait, c'est que n'importe qui peut le télécharger, son exécutable, et le lancer sur son portable. Sa version portable du jeu, en fait, peu importe sur. Ouais, donc build setting. Pour faire build setting, ici, on peut choisir Windows, Mac, Linux. Target platform, j'ai juste Windows de disponible. Pour faire un build sur Linux, il y a un package qu'il faut installer. Et c'est pas tous les jeux qui peuvent être portés sur Linux directement. Même chose pour Mac. Des fois, il y a des. Chaque operating software, il y a des particularités qui leur sont propres. Donc, à l'OpenScene, ça leur acheter directement la scène que j'ai en ce moment. C'est l'ordre dans lequel l'exécutable va lancer les scènes. Donc, dans 95% des cas, ça va être votre menu principal qui va vous permettre de se déplacer de cette scène-là aux autres. Donc, vous mettez le menu principal en haut. Et par exemple, si je voulais, je pourrais rajouter la scène. J'avais fait une scène chess set. Je vais la rajouter ici en dessous. Dans ma scène, lui dire quand tu cliques sur un bouton, déplace-toi vers cette scène-là. Puis lui, il va faire le lien entre les scènes. Donc pour le reste, on peut laisser ça par défaut comme ça. Si jamais vous avez des besoins autres, vous allez savoir où chercher pour ce qui en est avec les builds. Encore là, on peut voir les page settings ici. Okay, donc si vous voulez rajouter une image qui apparaît dès que dès que le jeu est lancé, vous allez dans le logo, ajouter une image et vous sélectionnez l'image que vous voulez. Par exemple, si je vais acheter une image à Unity, je la convertis en sprite 2D. Et maintenant, slash image, select. Il n'a pas aimé ça. Ah, voilà, je regarde. Je peux changer la duration, tout ça. Donc si je fais preview, et voilà, le logo il apparaît. France Frame, Unity. Maintenant vous avez une poursuite sur le dos. Et on peut build. Donc maintenant on peut créer le build. Donc on va build. On va l'appeler tutoriel. Le fichier là ici, save folder. Et voilà, donc on a l'icône qu'on a mis tantôt. Si je l'ouvre, le splash screen après, mais l'Unity, et voilà. On a notre premier exécutable de Unity. Donc c'est le fichier ici. Si vous voulez que quelqu'un l'essaye, vous avez juste à y envoyer le fichier au complet. Donc je vous conseille de le zip, send to compress zip folder, le mettre sur Google Drive et lui envoyer les permissions de le lire sur Google Drive. Donc dernière petite chose avant de terminer la vidéo. Sur le Discord, si jamais vous avez un tutoriel en particulier que vous aimeriez qu'on fasse, juste à aller dans la section tutoriel et vous créez un post. Comme ici par exemple j'ai fait un post exemple. Comment faire blank. Puis vous écrivez le sujet de la vidéo que vous voulez que je fasse. Par exemple, comment utiliser GitHub Desktop avec Unity,
ça m'aide à m'orienter avec l'historiel. Je vais pas faire d'historiel qui sont inutiles, puis je vais pas oublier de faire des choses qui sont vraiment pratiques. Des fois, à force de faire Unity, on oublie qui est dur au départ, qu'est-ce qui est pas nécessairement évident. Et ainsi de suite. Donc, je sais écrire un post. Ouais, donc, si vous avez des questions, écrivez sur le channel YouTube que je vais faire en finissant les vidéos. Sinon, écrivez dans les commentaires sur YouTube. Sinon, je sais m'écrire en privé. Ça, c'est moi. Ouais, je sais m'écrire en privé directement. Donc, ça conclut ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous avoir aidé d'une quelconque façon. Donc, peace out.